Madame, Monsieur, merci. Vous êtes à nouveau sur Télé Africa dans le cadre de votre rendez-vous quotidien, le Métronome. Cette émission du jour sera consacrée à la suite donc, de cette actualité relative à la concertation politique prochaine souhaitée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Vous le savez, le numéro 1 gabonais qui a fait cette annonce lors de son adresse à la nation du 31 décembre dernier lorsqu'il souhaitait ses vœux à la population gabonaise. Depuis cette annonce, la classe politique gabonaise s'est appropriée de cette information et les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition sont favorables à l'organisation de cette concertation politique. Dans ce numéro du Métronome, je reçois PPC Ogulingende. Elle est présidente de l'organisation non gouvernementale Malachi, mais on la reçoit dans cette émission en sa qualité de vice-présidente du réseau des femmes médiatrices de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Madame Ogulingende, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Pambo. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa donc pour que nous décryptions cette actualité relative donc à l'organisation prochaine d'une concertation politique souhaitée par le président de la République. Vous n'êtes pas une actrice de la sphère politique au Gabon, vous êtes un membre influent de la société civile et vous avez une expérience évidemment dans le domaine, surtout aujourd'hui vous avez la responsabilité de diriger donc ce réseau des femmes médiatrices pour la paix dans la sous-région Afrique centrale. Première question, comment l'actrice majeure de la société civile que vous êtes réagissez après cette annonce faite par le président de la République relative à l'organisation d'une concertation politique au Gabon pour évoquer les questions liées à la transparence électorale? Je voudrais déjà vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez et saisir également cette tribune pour présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2023 à vous, votre équipe et également à tous les téléspectateurs. Merci. Et pourquoi pas tous les Gabonais. En tant que médiatrice de paix, donc je suis effectivement la vice-présidente du réseau des femmes médiatrices de paix de la CEAC. Je suis vraiment satisfaite de cette décision du chef de l'État. Parce que nous travaillons auprès des communautés, nous faisons du monitoring en termes de prévention des conflits et depuis ces dernières années, nous avions vraiment des signaux qu'il fallait forcément faire quelque chose, qu'il fallait qu'il y ait une discussion entre les gouvernants et les citoyens. Nous, on voyait vraiment plus large, en dehors des hommes politiques, mais qu'il fallait vraiment qu'il y ait cette discussion franche pour éviter d'arriver à une situation de non-retour. Donc c'est vraiment l'occasion également de saluer la décision du chef de l'État. Et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous sommes soulagés déjà. Et nous entendons prendre une part active, quel que soit le format, pour pouvoir faire passer non seulement le message des citoyens et également des femmes et des jeunes. Alors, cette concertation politique sera exclusivement consacrée à la question électorale, au processus électoral. Le Gabon est un pays qui vit au rythme du multipartisme depuis 1990, mis à part évidemment cette période relative à l'instauration d'un régime monolithique entre 1968 et 1990, le régime de parti unique. Donc depuis 1990, le Gabon a acquis une expérience dans le domaine de l'organisation de tout type d'élections dans notre pays, mais malheureusement, on fait le constat que depuis 1990, quasiment les lendemains de chaque élection présidentielle surtout sont des lendemains souvent chahutés. Donc selon vous, cette concertation politique-là a toute sa raison d'être? Elle a toute sa raison d'être en termes déjà d'engagement du chef de l'État de pouvoir accorder une écoute active. Mais par rapport au format, on attend vraiment le format. Et en tant que médiatrice de paix, lorsqu'on parle, je pense que le président a bien dit qu'on veut des élections apaisées. Donc, qui dit élections apaisées parle du processus électoral. Mais le processus électoral ne concerne pas que les hommes politiques. C'est ça l'erreur, je pense. C'est une question qui concerne tout le monde, notamment les citoyens qui ont un rôle à jouer.
Je vais, en ce qui concerne les femmes, parler de cette résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une résolution qui a été adoptée à l'unanimité par tous les pays, dont le Gabon, pour reconnaître que les femmes doivent jouer un rôle lorsqu'on parle de prévention des conflits ou de résolution. Et c'est Madame Graça Machel qui nous le rappelait à Durban il y a un mois, lorsqu'on a été installé, que tous les conflits peuvent être résolus ou prévenus lorsqu'on commence à écouter, voilà, et pourquoi pas s'écouter. Donc c'est déjà une démarche et nous croyons que les éléments structurels de conflit ne concernent pas que la loi électorale ou les textes qui encadrent les élections. C'est les éléments structurels des conflits, donc ce qui alimente souvent les conflits, parce que les conflits sont illustrés par des arbres. On a des racines. Et malheureusement, ce sont les problèmes quotidiens, le non-accès aux services sociaux de base, le chômage, la pauvreté, les discriminations qui touchent le plus grand nombre, les femmes et les jeunes. Et le tronc principal, si on peut dire, le tronc est illustré par le processus électoral et les feuillages, tout ce qu'il y a comme tension sociale. Donc vous voyez que si on se limite uniquement à parler de la loi électorale, nous n'aurons pas résolu les problèmes qui alimentent justement ces conflits. Et nous avons organisé une campagne d'éducation civique depuis près d'un mois avec un partenaire américain. Nous avons été dans les quartiers, moi personnellement, que ce soit à Port-Gentil, à Kinguélé, au PK, mais j'ai discuté avec des populations qui vous disent aujourd'hui qu'elles ne se reconnaissent plus dans tout ce qui concerne les questions politiques. Ils se voient comme citoyens et ils veulent se faire entendre. Donc je crois qu'il est important d'avoir une vue globale. C'est une opportunité que le président offre à la population de pouvoir s'exprimer. On ne peut pas... qui casse souvent après les élections? Moi, je n'ai jamais vu un homme politique dans la rue. Ce sont les jeunes. Donc ces jeunes-là, il faut les écouter. Il faut savoir réellement, en plus de la révision des textes, quelles sont les mesures urgentes qu'il faut prendre pour donner un signal fort à ces populations, à ces citoyens. Et voilà. Ça, il faut leur donner l'occasion de s'exprimer. Je ne sais pas quel est le format, mais il faut trouver un moyen. Et comme en 2017, il y avait peut-être une phase citoyenne. Et je vais encore ajouter que le Gabon a ratifié des conventions internationales. J'ai parlé tout à l'heure de cette résolution. Le Gabon dispose d'un plan d'action national pour la paix 2020-2023 et c'est une exigence que les femmes participent de façon active dans ces processus de paix. Donc, on parle également d'inclusion. Les objectifs de développement durable mettent l'accent sur l'inclusion. Un processus de paix qui n'est pas inclusif n'est pas reconnu sur le plan international comme étant crédible. Donc si nous voulons vraiment la crédibilité, il faut que toutes les composantes de la société trouvent une place dans ces réformes. On a une situation qui semble être claire entre les questions de gouvernance, évidemment, qui sont de la responsabilité première d'abord de l'exécutif, évidemment, du parti au pouvoir, dans le processus d'élaboration de toutes les politiques qui concourent à l'amélioration des conditions d'existence des populations. Mais il y a que la question électorale est une question centrale, importante. On est en année d'élection générale au Gabon. Je l'ai dit, et vous le savez aussi bien que moi, les lendemains des élections au Gabon, notamment les élections présidentielles, sont souvent chahutés. On a eu des périodes convulsives en 1993, l'élection présidentielle de 1993, et puis le dernier pic, l'élection de 2016, qui a d'ailleurs valu l'organisation d'un dialogue, le dialogue d'Angondjé. Et dit, vous avez participé à ce dialogue-là. Ce dialogue avait été organisé justement parce qu'il fallait faire asseoir autour de la table quasiment l'ensemble des forces vives de la nation pour taire les querelles et pour éviter justement le pire ou pareil scénario. En 2023, la question électorale vaut son pesant d'or. La transparence électorale. Absolument. Quand on parle du processus électoral, vous avez parlé de bonne gouvernance, vous avez parlé de démocratie. Un des piliers, c'est la participation citoyenne. Je pense, ça c'est un avis personnel, que le fait justement dans le mode de gouvernance, je pense qu'on a un mode de gouvernance qui ne correspond pas aux ambitions qu'on se donne. On ne peut pas à chaque fois parler au nom des citoyens. Je pense qu'il y a il y a un dicton qui dit tout ce qui est fait sans moi est fait contre moi. Donc c'est important qu'on comprenne justement dans le système de gouvernance du Gabon que le citoyen doit avoir une partition à jouer.
Dans les 6 piliers du pouvoir, après l'administration, c'est l'obéissance civile. L'obéissance civile, c'est le citoyen. Donc, il faut qu'on intègre, vous avez parlé des politiques publiques, dans la formulation des politiques publiques, il faut qu'on consulte les populations. Donc il faut avoir, nous devons avoir ce courage d'accepter que le citoyen est également un acteur majeur. Et la participation citoyenne doit être un principe en fait institutionnalisé. Voilà, c'est la faiblesse de la gouvernance du Gabon. Et vous avez dit, depuis 90, eh bien, les politiciens se réunissent et malheureusement, on revient. Si on fait la même chose, on aboutit également au même résultat. Donc en 2017, lorsqu'il y a eu la phase citoyenne, vous voyez, le panel sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale a eu le plus de participants. En tant que coprésidente de ce panel, nous avons eu plus de 600 à 700 participants. Et vous voyez, quand les gens sont venus, il y avait également un panel sur les réformes électorales. Il n'y avait pas autant de monde là-bas parce que les gens sont venus exprimer leur quotidien. Les gens sont venus pas forcément parler du processus électoral en tant que tel, mais qu'il fallait leur apporter des solutions concrètes pour qu'ils jouent leur partition. On a un taux... OK, on va avoir une bonne loi électorale, mais si les citoyens ne vont pas se faire enrôler, s'ils ne votent pas, si on continue avec un taux d'abstention aussi important, ils ne reconnaîtront jamais ceux qui seront élus. C'est ça aussi le problème. Et vous verrez que ceux qui vont casser, mais c'est forcément, le plus souvent, ce sont des jeunes qui n'étaient même pas inscrits. Donc c'est stratégique aussi d'associer pour aussi conscientiser, et c'était ça le but de notre caravane d'éducation civique, de conscientiser les populations que le processus commence par l'enrôlement. Donc nous sommes tout à fait d'accord, mais c'est tout simplement de dire que le format doit être un format inclusif. Il faut que le président saisisse cette opportunité pour écouter tout le monde. Et je peux dire que en 2017, parmi je crois, 240 résolutions qui avaient été prises, malheureusement, plus de la moitié n'ont pas été mises en œuvre. En ce qui concerne les femmes, par exemple, il était prévu la création d'un conseil national de la femme qui n'a pas vu le jour. Donc, il y a eu un comité de suivi. J'étais membre en tant que représentant de la société civile. Mais si nous avions continué, parce qu'il y a eu quand même quelques réformes, si nous avions continué, et ce serait bien que dans le cadre de ce travail, on reprenne également ces... On peut dire que ce sont des engagements, des engagements que les pouvoirs publics avaient déjà pris. On peut repartir sur cette base-là et rajouter. Mais l'inclusion, je vous dis, le Gabon a ratifié des conventions internationales, que ce soit la Charte des Nations Unies sur les droits politiques et civils avec le pacte additionnel. Nous avons les conventions en matière des droits des femmes. Il faut que cette rencontre, quel que soit le format, que ça s'appelle dialogue ou autre, il faut qu'il soit inclusif pour que chacun se reconnaisse, parce qu'il va falloir aussi mettre en œuvre les résolutions qui sortiront de là. Donc si certaines personnes ne se sentent pas concernées, nous n'aurons pas résolu le problème. PPC Ogunegede, vous parlez, vous insistez sur le format, sans doute évidemment que ce format sera dévoilé dans les prochains jours afin de permettre à tous les acteurs, toutes les parties prenantes de pouvoir avoir une idée précise sur justement les tenants et les aboutissants de l'organisation de cette concertation politique. Vous avez parlé de son principal initiateur, Ali Bongo Ondimba, qui répond, lui-même il a dit, qui a eu une oreille attentive suite justement à la sollicitation des acteurs politiques de la majorité ou de l'opposition et de la société civile. Absolument. Ouais. Voilà. Donc, il y a un acteur politique que j'ai reçu sur ce même plateau, qui était assis à la même place que vous, Pierre Claver Bongaga Moussavou, pour ne pas le citer, qui est l'ancien vice-président de la République, président du Parti social-démocrate, qui lui estime par exemple que si le président Ali Bongo Ondimba ne prend pas part à cette concertation, à ces dialogues, ben lui, en tant que leader du PSD, président du PSD, il n'y sera pas, il ne viendra pas. Selon vous, Ali Bongo Ondimba doit-il être absolument là pour donner du crédit à cette concertation politique? La question est vraiment pertinente parce que nous ne savons pas quel est le format qui sera choisi. Est-ce que c'est une négociation entre plusieurs parties ou alors si c'est une médiation? Parce que dans le cadre d'une médiation, on prend soit une personne ou une équipe neutre. Une équipe neutre
qui va conduire les travaux de médiation. Donc, vous voyez que dans ce cadre-là, la présence du chef de l'État n'est pas obligatoire parce que c'est le médiateur ou l'équipe de médiation qui va faire, en fait, qui va mener les discussions, les négociations, parce que ce sont les deux ou les 3 ou 4, 5 parties qui seront en présence, qui vont négocier. Et c'est l'équipe de médiation qui va jouer ce rôle, en fait, je peux dire, de relais. Donc, on attend vraiment le format. Mais maintenant, si c'est un signal fort de la part de certaines personnes en termes d'exigence, là, maintenant, je pense que le chef de l'État, peut-être pour rassurer également toutes les parties au conflit, de son engagement vraiment de poursuivre en fait son engagement d'écoute. Parce que vous savez, l'écoute, lorsqu'on nous forme, on parle de 5 niveaux. On écoute avec la tête, donc les faits. On écoute avec les yeux, donc ce qu'on observe, l'environnement. C'est pour ça qu'on a besoin de l'analyse du contexte. Hein, vous voyez, on parle certes des lois électorales et tout, mais le contexte, l'analyse du contexte est vraiment très importante. Ensuite, on parle avec le cœur. Là, ce sont les émotions. Et ensuite, on parle avec le ventre. Le ventre, ce sont les besoins. Voilà pourquoi on ne peut pas se limiter qu'aux besoins de l'amélioration du cadre juridique des élections. Il faut étendre quels sont les besoins. Et nous avons là la pyramide de Maslow qui nous donne les différents besoins. Les besoins primaires, manger, dormir et tout, accès aux services sociaux de base. Mais on a aussi le besoin d'appartenance. Ça, il faut qu'on se le dise. Au niveau du Gabon, beaucoup de personnes se sentent exclues dans leur propre pays. Et c'est l'occasion de leur montrer que, quel que soit leur positionnement dans la société, ces populations-là, ces populations comptent. Ensuite, nous avons le niveau d'écoute en termes des pieds pour dire quelles sont les perspectives. Alors, le président peut effectivement faire jouer la partie des émotions pour dire, OK, si on a besoin de sa présence, si ça peut rassurer les parties en conflit, il peut justement faire cet effort de venir discuter avec les différentes parties. Mais il y a des organisations ou des structures qui existent, une administration qui est là, il y a le Haut Commissariat de la République qui a été créé, il y a le Conseil national de la démocratie qui existe. C'est vrai que bon, la médiature, je crois qu'on n'a pas de médiateur depuis quelques années maintenant, depuis 2 ans je pense, mais il y a le Haut Commissariat de la République, il y a le CND, le Conseil national de la démocratie. Est-ce que ce ne sont pas 2 entités qui peuvent assurer l'organisation de cette concertation politique, sachant qu'en 2017, au dialogue d'Angonji, dont vous avez pris part, je crois que le président de la République n'y était pas. Nous sommes dans une situation particulière. Vous savez, nous ne sommes pas dans... Dès qu'on parle de processus de négociation ou de médiation, nous sortons en fait du cadre institutionnel. Et là, nous avons besoin de poser des actes qui rassurent vraiment les parties. L'humain joue un rôle très important et même un médiateur, on parle des qualités humaines que le médiateur doit incarner. Donc, les institutions, oui. Vous savez, le Gabon aujourd'hui est dans une situation où trop d'institutionnels, les citoyens ne se reconnaissent pas. Ils disent, bon, ce sont vos choses. Il faut trouver un système où il y a une réconciliation entre les populations et ceux qui incarnent les institutions. Donc, si la présence du chef de l'État peut être quelque chose qui va donner un plus en termes d'assurance, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être pas tout au long des travaux, mais on n'exclut pas le travail que les institutionnels font. Vous parlez du Conseil national de la démocratie, mais au départ, il se dit que le chef de l'État avait voulu que la société civile soit présente au Conseil national de la démocratie. Mais ce sont les hommes politiques qui ont vu. Mais où est-ce que tout le monde se retrouve? Disons-nous la vérité. À l'Assemblée nationale, les citoyens n'y sont pas, puisque ce sont les représentants, justement, les élus. Non, nous ne sommes plus dans ce genre de schéma. Quand vous voyez toutes les grandes démocraties, on n'est plus dans ce genre de schéma où c'est ça la bonne gouvernance. L'exclusivité de l'action publique ne relève plus
que des institutions. Il faut créer des canaux, il faut institutionnaliser également la participation citoyenne. Le Conseil économique et social environnemental devait être en fait le Parlement de la société civile. Mais on a la tête d'un homme politique. Dites-nous là où est-ce qu'on se retrouve tous à un moment donné? Société civile, politique, il n'y a pas de cadre comme ça. Alors que dans les nations démocratiques, il y a des cadres comme ça et ça permet au jour le jour d'échanger chacun avec son regard, avec ses informations, avoir une vue d'ensemble. Une vue d'ensemble sur la situation vraiment du pays et s'il y a des mesures à prendre, il faut les prendre. Voilà. On va évidemment insister sur ce dernier point que vous venez de développer, mais restons sur la question centrale, celle relative au processus électoral, puisque c'est une question qui préoccupe les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition gabonaise, une partie même de la société civile gabonaise. Oui. La question liée au processus électoral. Alors c'est un processus qui se peaufine depuis 1990. Il y a eu au fur et à mesure des rencontres entre politiques, les accords de Paris, on appelle d'abord la conférence nationale, oui. Les accords de Paris, les accords d'Arambo, ensuite il y a eu le dialogue d'Agondje. Madame Pepesi Ogolingende, ce processus électoral, il mérite d'être revu, il le mérite de le mettre aux standards internationaux. Absolument, absolument. Et lorsqu'on parle de réforme, justement, pour parler de l'inclusion, mais vous savez qu'il y a des pays où la structure, notamment le CGE, est pilotée par quelqu'un qui émane de la société civile. Parce qu'on suppose que cette personne, elle est neutre, elle n'appartient ni à l'opposition ni à la majorité, elle est neutre. Et dans plusieurs organismes de ce genre, la société civile est présente en tant qu'observateur, Donc, vous voyez que ces réformes ne concernent pas que les hommes politiques. Si on veut plus de transparence, il faut que toutes les composantes de la société soient présentes dans le processus électoral, comme vous dites, à travers les institutions. Donc, quel est le modèle? La question est de savoir quel est le modèle aujourd'hui que le Gabon va retenir, dans lequel tout le monde va se reconnaître. Parce que si on modifie les textes et que moi qui suis à Kébé ou à Ngonje, je ne me reconnais pas là-dedans, je n'irai pas me faire inscrire et je n'irai pas voter. Et on aura perdu des heures et des nuits de travail pour rien. Donc c'est important de voir quel est le modèle. Nous sommes aujourd'hui en train de nous poser la question, quel est le modèle que nous allons retenir, dans lequel tout le monde va se reconnaître et va jouer vraiment sa partition. Nous voulons que les citoyens vraiment jouent aussi leur partition en allant se faire enrôler, en faisant confiance en fait à la politique, contrairement à ceux qui disent aujourd'hui, vos histoires de politique, nous on n'est plus là-dedans, que ce soit la majorité ou l'opposition, on n'y croit plus. Voilà. Madame Ogolingende, ça veut dire que pour vous, vous considérez aujourd'hui qu'il y a un grand décalage entre les acteurs politiques gabonais et la réalité aujourd'hui. Par exemple, en termes de réforme, Pierre Claver Bonganga Moussavou, encore lui, proposait dans le métronome de ce 4 janvier 2023 qu'en ce qui concerne les réformes au niveau du centre gabonais des élections, le CGE, qu'il y ait à la tête du CGE, désormais, on va dire quoi, la présidence du CGE est 2 têtes. Un président pour la majorité, un président pour l'opposition, et on reproduirait cette configuration-là sur l'ensemble du territoire au niveau des démembrements régionaux ou locaux. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça veut dire que là, dans cette configuration, une fois de plus, la société civile n'y est pas. Malheureusement, et ce n'est pas un modèle qui peut correspondre à la réalité du Gabon en 2022 par rapport aux ambitions du chef de l'État de faire de ce pays, 2023 autant pour moi, de faire du Gabon un pays vraiment... La démocratie, c'est un processus. À un moment donné, il faut qu'on comprenne que tout le monde doit y être. Donc, il faut justement rajouter la société civile et j'irais même jusqu'à rajouter également la dimension genre. Parce que nous avons aujourd'hui, grâce au chef de l'État, nous avons pu faire des pas de géants en matière des droits des femmes au Gabon. Mais lorsqu'on arrive, on peut dire la tache noire, c'est vraiment au niveau des statistiques en matière politique. Sur 143 députés à l'Assemblée nationale, nous n'avons que 21 femmes. C'est un problème. C'est un problème. On n'atteint même pas les 30% de la loi sur les quotas et l'égalité prônée dans la Constitution. Donc nous allons demander, et nous avons mis en place une plateforme dénommée Démocratie au féminin depuis 2022. Nous sommes en train de travailler en termes de plaidoyer et nous voulons
saisir vraiment cette opportunité pour faire le plaidoyer pour que dans le processus électoral, la dimension genre soit intégrée. Donc dans les réformes qui vont se faire en matière de code électoral, du CGE et tout ça, il faut que la dimension genre, donc la loi sur les quotas et tous les aspects liés à l'égalité soient également dans aucun texte du Gabon, on ne retrouve le mot genre. Il faut que la dimension genre soit également, et il n'y a pas mieux que les femmes elles-mêmes pour aller vraiment défendre ça, et la société civile également. Transparence, opposition, majorité, société civile. Et la société civile, c'est la société des citoyens. On pense qu'on aura fait vraiment un pas de géant. Et ça, c'est le problème de la gouvernance du Gabon. Et puis, si Guède, alors le processus électoral, vous le connaissez, vous êtes une citoyenne, je pense que vous remplissez vos droits civiques et que régulièrement à chaque élection, vous faites le bonheur, le plaisir de pouvoir voter. Dans ce processus électoral-là, selon vous, est-ce qu'il y a des zones d'ombre? Quelles en sont les limites, puisque l'opposition estime qu'il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut parfaire, selon vous, dans le processus électoral au Gabon? Il y a beaucoup à faire parce que tel qu'il est organisé aujourd'hui, je pense que on a fait des progrès. On a vu par exemple que le CGE, à l'époque, c'était une structure temporaire. Elle est devenue une structure permanente. Mais le constat également qu'on fait, c'est qu'il y a même des hommes politiques qui n'ont jamais lu la loi électorale. Ils ne l'ont jamais lue. Ils ne la connaissent même pas. Les citoyens encore pire. Donc je pense qu'il faut mettre l'accent. C'est vrai qu'il y aura des réformes. J'ai déjà dit intégrer la dimension genre pour que les principes d'égalité effectivement soient une réalité, qu'on ait plus de femmes en termes de représentativité au niveau des parlements et autres institutions. Il y a également l'inclusion de la société civile pour plus de transparence et plus d'intégration du regard vraiment du citoyen, mais il y a également un travail à faire auprès de ces citoyens-là pour comprendre l'importance vraiment de cet acte civique, parce que autant le taux d'abstention est tellement élevé que ça prouve qu'il y a un décalage entre les populations et les gouvernants qui croient bien faire. Donc il y a aussi un travail, il faut accompagner vraiment l'éducation civique également des populations et travailler également en matière de prévention des conflits. Moi, je vais m'appesantir beaucoup plus en termes de réformes pour les femmes dans plusieurs pays. Ils ont pris, par exemple, des mesures spéciales temporaires qui peuvent être appliquées très rapidement pour accroître le nombre, de femmes. Vous insistez, évidemment, c'est de bonne guerre, oui. Je le comprends naturellement. Vous insistez beaucoup sur le genre, oui. Sur l'implication des femmes, davantage des femmes, jeunes, des personnes vivant avec le VIH, avec le handicap, autant pour moi, et les peuples autochtones. Dans le processus électoral. Absolument, absolument. C'est une exigence des Nations Unies et de l'Union africaine et même du Gabon. Quand on parle d'inclusion, c'est tout. Tout le monde doit se reconnaître dans le processus électoral. Donc vous voyez qu'on ne peut pas se limiter qu'aux hommes politiques. Il faut cette inclusion-là, les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap et également les peuples autochtones et autres minorités pour que le processus reflète nos réalités sociales, sociologiques et tout ça. Voilà. En fait, tout le monde va se reconnaître. Pour vous, il faut définitivement... En fait, cette concertation politique, pour vous, c'est une très bonne occasion pour tourner définitivement la page de ce que certains ont considéré depuis toutes ces décennies comme des formes d'arrangement entre acteurs politiques de la majorité et de l'opposition. C'est bien ça. Absolument. On est passé parfois des consensus à des compromissions. Absolument. On parle, bon, peut-être pas consensus à compromission, je ne vais pas rentrer dans l'esprit de jugement, mais on parle aujourd'hui d'intelligence politique. Et je pense qu'il y a une confusion. Lorsqu'on parle de politique, les gens ne voient que les politiciens. Non! La politique, c'est tout ce qui est sphère publique, tout ce qui est d'intérêt général. Donc, on ne peut pas négliger toute action qui va dans le sens de la construction du pays ou du développement. C'est vraiment on veut sortir de ce schéma où on pense que la sphère publique ou la sphère politique est réservée qu'aux politiciens. Non, elle concerne tout le monde et il faut trouver un système qui permet à chacun de s'exprimer,
d'apporter également sa contribution et de se reconnaître dans tout ce qui s'est fait. Parce que vous avez parlé des politiques publiques, mais qui doit mettre en œuvre les politiques publiques? C'est tout le monde. On a vu par exemple la journée citoyenne, mais il y a des gens qui pensent que la journée citoyenne est du ressort du gouvernement. Ils ne se rendent pas compte que c'est d'abord eux les premiers bénéficiaires, parce que lorsque tu nettoies ton environnement immédiat et qu'il est assaini, tu as déjà résolu le problème des maladies comme le paludisme, et ainsi de suite. Donc vous voyez que il faut ramener toutes ces notions, toutes ces informations à la base. Et ça, c'est une opportunité qu'on offre à tout le monde de pouvoir apporter sa contribution pour que 2023 soit... Si on veut parler d'apaisement, il faut qu'en amont, on ait fait un travail où tout le monde se reconnaît. Et je parlais d'intelligence politique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réactions dans les réseaux sociaux. Mais écoutez ce que les citoyens disent. Ils veulent se reconnaître. Ils veulent des visages crédibles, des personnes crédibles. Ils veulent. Donc, vous voyez que au-delà de tout ce qu'il y a... peut-être que les hommes politiques ont cet avantage d'être... beaucoup plus visible en termes de communication, point de presse et tout ça. Mais si je peux dire la majorité silencieuse, c'est pas ça. Hein. Nous, on a été dans les quartiers, mais les citoyens sont en train de s'organiser, notamment les jeunes. J'étais au PK, il y a des mouvements de jeunes. Pour illustrer ce que vous êtes en train de dire, on a vécu pendant la période liée à la pandémie de la Covid-19, je ne vais pas parler de révolte, mais le mouvement des casseroles, et on a vu ce que ça a donné. Absolument. C'est un signal. Tout ça, c'est de l'intelligence politique pour voir qu'aujourd'hui, le citoyen s'organise et que ce n'est pas dans l'intérêt des gouvernants de les laisser comme ça. Il faut absolument les connecter, les écouter et apporter, c'est vrai que nous sommes à 1 an des élections, qu'est-ce qu'on peut faire là? C'est de se dire entre nous, qu'est-ce qu'on peut faire là en urgence pour pouvoir apporter des réponses? Vous avez dit en termes de mesures, les femmes, on dit qu'il y a une loi sur les quotas. Il faut que les femmes se présentent aux élections. Il faut que les jeunes se présentent. Ils n'ont pas de ressources. Il y a le problème d'accès aux ressources. Pourquoi on ne mettrait pas un fonds pour accompagner les femmes et les jeunes qui seraient candidats aux élections? Tout ce qui est autonomisation économique, pourquoi ne mettrait pas un fonds pour financer les activités génératrices de revenus de ces cibles-là pour qu'ils aient également des ressources? Donc, vous voyez que les hommes, et ça c'est prouvé dans le monde, les accords où les femmes ne sont pas présentes, dont les signataires sont uniquement des hommes, ce sont comment je peux dire ça, des accords qui ne sont pas durables parce qu'on est passé à côté d'un certain nombre de choses essentielles qui sous-tendent en fait la paix. On veut construire la paix, et pour construire la paix, il faut avoir une vue plus large. C'est pas de dire article X de la loi électorale, parce que qui va la mettre en œuvre? On aura beau écrire tout ça, mais si les gens ne se reconnaissent pas, on reviendra toujours et on revivra les mêmes situations. Je vous ai dit depuis le début, qui casse, ce sont les jeunes. Mais ces jeunes-là, si on ne les connecte pas maintenant, si on ne les écoute pas, et ces femmes, si on ne les écoute pas, si elles ne se retrouvent pas dans les résolutions, donc c'est ensemble. Je pense qu'il faut cette ouverture d'esprit. Voilà pourquoi, pour être aussi en phase avec le discours du chef de l'État, il a parlé d'innovation, il a parlé des solutions. Le monde est en train d'être repensé. Solution durable. Absolument. Solution durable, ça veut dire qu'on ne peut pas continuer avec les mêmes schémas. Il faut qu'on ait cette ouverture d'esprit. Il faut qu'on intègre qu'aujourd'hui, la question de la gouvernance n'est pas qu'une question institutionnelle, mais c'est une question où on réconcilie en fait le peuple avec les gouvernants. Madame Ogulingede, quand vous parlez de prévention, sous quelle forme doit se faire cette prévention justement en amont de processus électoral? Déjà, cette rencontre, cette concertation qui permettra de définir en fait la feuille de route. Voilà, ça c'est déjà une forme vraiment de prévention des conflits. Et l'écoute, je pense que c'est un grand pas. C'est vraiment un grand pas et nous avons salué vraiment cette décision. On ne pouvait pas avoir mieux à la veille des élections parce que nous faisons du monitoring communautaire et à écouter les populations, à relever les incidents et tout. Et nous avons travaillé, et voilà, je vous disais, l'inclusion. Nous avons été
nous avons été nommés par le président de la commission, mais c'est une décision des chefs d'État, dont le président Ali Bongo, de nommer, en fait, de créer le réseau des femmes médiatrices, parce qu'on a pensé qu'il faut travailler. Nous travaillons dans la communauté et nous faisons remonter les informations. Dans d'autres pays, il y a un canal, dans le cas, par exemple, de la RDC, vous savez qu'en RDC, il y a un bureau au sein du cabinet du président de la République, il y a un bureau de la société civile. Comme ça lui permet, et notamment des femmes, d'avoir directement le pouls au jour le jour de tout ce qui concerne les communautés. Moi, je suis par exemple au Gabon. Bon, je dispose d'un certain nombre d'informations et tout, mais il n'y a pas ce lien. Il n'y a pas ce lien. Et ça, il y a beaucoup de citoyens comme ça qui ont des idées, qui ont des projets, qui ont des initiatives, mais elles ne savent pas où s'adresser parce qu'elles ne sont représentées d'une part. Vous n'avez pas le CND, il n'y a pas la société civile. On va dans quelle institution? Il n'y a pas, personne ne veut de la société civile. Mais la société civile, c'est la société des citoyens. Et c'est cette société civile qui, aujourd'hui, joue ce rôle de médiation. Parce que le Gabon, c'est plus de 2000 ONG associations qui travaillent tous les jours auprès des communautés. On ne peut pas se passer de cette mine d'or. Donc, dans la prévention, c'est vraiment de créer cet espace d'échange et voir quelles sont les micro-solutions qu'on peut trouver pour que non seulement ces populations se sentent écoutées, se sentent considérées et se sentent impliquées dans la gouvernance du pays, chacune des populations à leur niveau. Tout le monde ne peut pas être président de la République, tout le monde ne peut pas être député, mais tout le monde est d'abord citoyen. Je pense que c'est pour ça que le président Obama nous l'a encore rappelé que le plus grand titre, c'est citoyen. Donc nous sommes d'abord tous des citoyens. Et il faut qu'on crée un système de gouvernance où chacun se sente considéré, ait ce sentiment d'appartenance et que la contribution de chacun soit considérés au même titre que ceux-là qui sont peut-être au niveau institutionnel. Est-ce que cette concertation prochaine est une forme de virage qu'il faut très bien négocier? Parce que quand on regarde dans le rétroviseur, ça ne fait pas beau à voir ce qui s'est passé après la présidentielle de 2016. Est-ce que cette concertation politique-là, il faut amorcer ce virage avec un esprit patriotique très élevé et avoir le Gabon chevillé au corps pour éviter justement de tomber dans les travers de 2016? Absolument, absolument. Et vraiment, il faut saluer le courage du chef de l'État à quelques mois des élections, d'avoir vraiment pris cet engagement. Et effectivement, il faut vraiment bien amorcer le virage parce qu'il sera déterminant. Il sera déterminant pour la suite. Si tout le monde se sent impliqué dans le processus, nous aurons déjà résolu peut-être 80% des futures tensions qu'on pouvait envisager. Mais si cette rencontre accroît les frustrations, malheureusement, nous serions passés et nous comptons vraiment sur la sagesse du chef de l'État qui a pris cette décision et de ceux qui vont travailler sur le format pour que nous ayons là l'opportunité. Vous savez, la première victoire, c'est déjà de permettre aux gens de s'exprimer. Et ça, nous l'avons expérimenté lors du dialogue politique d'Angonje pendant des jours. Je pense qu'ils ont ces vidéos, ils peuvent les écouter. On a laissé les gens s'exprimer pendant autant de temps qu'ils voulaient. Et nous avons compris qu'aujourd'hui, les populations, au-delà de tout ce qui concerne les textes en matière de processus électoral, c'est d'abord de voir leur quotidien s'améliorer par rapport à leurs préoccupations quotidiennes. Donc, permettre à tout le monde de s'exprimer, c'est un virage très, 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 très important. Mais nous sommes quand même rassurés du fait qu'il y a cette opportunité de discussion, d'échange à quelques mois, et ça même au niveau de l'international, parce que nous travaillons avec l'international et à plusieurs reprises, nous avons, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, été interpellés par plusieurs organismes internationaux sur la situation pour dire, mais vous ne faites rien, les signaux sont rouges, ainsi de suite, il faut faire quelque chose. Donc vraiment, c'est avec un grand soulagement que nous avons accueilli cette décision et nous espérons que le format qui sera mis en place permettra de rassurer
de redonner confiance. Vraiment, c'est de redonner confiance. Et chacun va jouer sa partition. L'opposition jouera la sienne, la majorité également, et la société civile pour vraiment construire la paix. C'est un exercice de consolidation de la paix. C'est pour ça qu'il faut avoir cette ouverture d'esprit, ne pas se dire c'est juste de modifier la loi électorale, le processus. L'analyse du contexte, on parle dans toute négociation, on part d'abord du contexte. Quel est le contexte? Et nous sommes dans une situation d'autant plus difficile que nous avons traversé la crise du Covid-19 et là nous sommes en pleine crise de l'Ukraine. Est-ce que vous savez qu'il y a des populations qui ont même dit, avec ce problème de cherté de la vie et tout ça, nous on n'est même plus dans vos histoires de politique. Donc, tout est lié. Tout est lié et il faudrait qu'on trouve vraiment le juste milieu où, dans l'opinion générale, en fait, les gens vont retrouver des signaux pour dire nous avons parlé de ça et dans les résolutions, il y a eu une action forte dans ce sens. Alors, est-ce que vous pensez ou vous estimez que si la société civile élargie par exemple au clergé est à la périphérie de l'organisation de cette concertation qui ne sera pas une conférence nationale, si vous êtes à la périphérie, est-ce que vous pensez que ce sera un échec? Mais forcément un échec. Je vous dis déjà, selon les standards internationaux, ce ne sera pas crédible. On ne peut pas. Ce sont des exigences internationales. Voilà pourquoi je dis le Gabon a ratifié les conventions internationales. Aujourd'hui, c'est l'inclusion. On ne peut pas parler de quel que soit le nom, qu'on appelle négociation, qu'on appelle concertation, qu'on appelle si ce n'est pas inclusif, sachant qu'on aura perdu du temps. Ça, vraiment, peut-être qu'il y a des hommes politiques qui sont encore dans les années 1980, 1990. En 2022, il y a des indicateurs clés pour savoir si... 2023, madame. 2023, je ne sais pas pourquoi je reste en 2022. En 2023, excusez-moi, ouais. Vraiment, il y a des standards, il faut l'inclusion. Vous avez parlé du clergé, mais l'Église, enfin le clergé, c'est-à-dire que tout ce qui est religieux, toutes les confessions religieuses, mais font partie de la société civile. Il y a des statistiques du baromètre, afro-baromètre, qui ont montré que mais plus de 80% de la population gabonaise fréquente notamment l'Église, en fait tout ce qui est christianisme. Donc on ne peut pas envisager de faire un travail comme celui-là sans intégrer cette cible-là. Voilà pourquoi c'est important de les écouter. Et je pense qu'il y a un monseigneur dernièrement qui a lancé un appel à ce que les gens aillent s'inscrire, ainsi de suite. Non, il faut écouter tout le monde. Il faut que, ne serait-ce qu'en termes d'écoute, pour savoir exactement quel est aujourd'hui l'environnement social, économique, politique, et ainsi de suite. Et de là, maintenant, extraire en fonction des propositions, quelles sont les propositions qui sont valables pour les élections de 2023 et pourquoi pas au-delà, parce que le Gabon, il ne va pas s'arrêter en 2023. C'est vrai que les élections vont représenter une période également charnière, mais le Gabon ne peut pas s'arrêter là. Donc le clergé doit être effectivement associé et souvent il joue le rôle de médiation, mais bon, encore que là, il faut que tout le monde, il faut écouter tout le monde. C'est d'abord un exercice d'écoute. Et il faut écouter tout le monde. Le clergé doit être là parce que le clergé représente une force, je peux dire qu'un pouvoir dans un pays. Et rien ne peut se faire sans que ce clergé-là ne vienne également... parce qu'après, il va falloir relayer l'information. Qui va la relayer? C'est pour ça que même nous, les acteurs de la société civile, c'est nous qui faisons de la sensibilisation, c'est nous qui donnons les informations sur les différentes réformes. Donc si nous n'avons pas l'esprit même dans lequel le travail a été fait, il sera difficile d'aller vraiment restituer. Mais moi, j'y crois, que ce soit pour les femmes, dans le cadre de la consultation des décennies de la femme, c'était inclusif, la société civile est présente. Bon, je ne comprends pas pourquoi les hommes politiques sont vraiment fermés à cet esprit d'inclusion. J'espère que c'est juste un faux procès et qu'il y aura vraiment cet état d'esprit d'ouverture parce que en ce qui concerne les droits des femmes, l'inclusion est une réalité. Le gouvernement, à chaque fois qu'il faut travailler sur les réformes en matière des droits des femmes, la société civile est systématiquement associée.
Alors, Madame Ogouly Guédé, vous aviez parlé de l'intérêt d'organiser des campagnes de sensibilisation, ce que vous avez déjà commencé à faire, évidemment, depuis plusieurs mois, en votre qualité de médiatrice pour la paix au niveau de la sous-région Afrique centrale. Vous êtes donc allé sur le terrain en contact des populations. Il y a, ce n'est pas un phénomène nouveau, hein, évidemment, il y a une forme de désintérêt de la chose politique de la part des populations, notamment au milieu jeune, désintérêt même par rapport au vote. Quel discours faut-il mettre en relief pour emmener les sceptiques, ceux qui manifestent publiquement leur désintérêt des questions électorales, quel discours mettre en relief pour les ramener? Déjà, leur dire que ce sont des acteurs à part entière et apporter des solutions concrètes. Je pense qu'il faut des solutions, notamment le problème du chômage. Il faut des signaux forts pour cette jeunesse-là en termes d'emploi, en termes, pourquoi pas, d'entrepreneuriat. Vous savez, le phénomène, il est ancien, mais ce que j'ai constaté cette fois-ci, c'est l'organisation. C'est-à-dire qu'avant, c'était, vous allez discuter avec les jeunes et puis vous dites, bon, voilà, il y a une campagne de sensibilisation et puis ils viennent de partout. Vous voyez, on se retrouve là. Mais là, ce sont des groupes organisés. Ce sont des groupes, mais vraiment organisés avec des centaines, des milliers de jeunes. Hein. Ça, déjà, pour moi, c'est un phénomène à double tranchant. Autant ils sont organisés pour attendre des réponses ou interagir avec les gouvernants, c'est aussi une menace dans le sens où s'ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent continuer à amplifier en fait les violences. Donc c'est vraiment important aujourd'hui non seulement de nouer le contact avec tous ces groupes-là, des jeunes, des femmes, encore que les femmes, pour beaucoup, elles sont dans le commerce, elles sont dans des mouvements de tontine, ainsi de suite. Donc, vraiment, il y a quand même des prémices hein, d'autonomisation. Mais chez les jeunes aussi, il y a quelques-uns qui entreprennent, mais il y a beaucoup d'oisiveté. Il y a beaucoup d'oisiveté, il y a beaucoup de problèmes d'addiction. Donc, il faut vraiment travailler avec eux. Mais ce qui est aussi bien en termes de signal, pour ceux on a pu rencontrer au niveau des PK, par exemple, ils ont des mouvements appelés Zéro Casse, Jeunesse Consciente, ainsi de suite. Donc, ils sont vraiment engagés dans une dynamique de ne plus recommettre les mêmes erreurs que les années précédentes, mais à condition qu'il y ait une alternative. Donc, vraiment, cette alternative-là, elle est importante au-delà du message, le message d'éducation civique, oui, mais après, ils vous disent, mais on fait quoi? On n'a pas de travail, on est confronté à des difficultés, on n'arrive pas à satisfaire même les besoins élémentaires comme manger, ainsi de suite. Donc, il faut quand même des réponses urgentes, mais ils sont pour la plupart conscients de ce que les violences des années précédentes, non seulement ils ont été victimes. Il y en a qui nous ont dit qu'ils ont des collègues qui sont en prison, et ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de désillusions aussi. Hein. Je ne vais pas faire leur publicité. Mais au moins, ils ont reconnu qu'ils ont, à un moment donné, ils se sont laissés emporter par les émotions ou alors par les promesses, des fausses promesses de certains leaders et tout ça. Mais qu'aujourd'hui, ils veulent être responsables. Mais il faut qu'en contrepartie, on leur trouve des solutions vraiment concrètes pour qu'ils soient des agents de développement. Ils veulent contribuer, ils veulent également compter. Donc les femmes, les jeunes, je pense que ce sont deux cibles où il faut, en plus des réformes du code électoral, il faut qu'il y ait des mesures urgentes pour prendre en compte leurs préoccupations. Et je reste d'ailleurs sur la chute de votre propos en parlant de la prise en compte des préoccupations des populations les plus vulnérables, évidemment, et pour faire le constat que entre 2009, année de l'arrivée au pouvoir d'Ali Bongo Ondimba, 2016, l'année de sa dernière réélection, on a vu qu'il avait été l'objet des attaques nourries de la part de ses adversaires politiques. C'est le jeu en politique, évidemment.
il a été victime de problèmes de filiation. On a contesté sa filiation, évidemment. Et on fait le constat, après la filiation, que ça a été son état physique ou son incapacité supposée à continuer à gouverner après son accident vasculaire cérébral de 2018 à Riyad. Et aujourd'hui, ses adversaires ont concentré, évidemment, leur attaque sur les limites de sa gouvernance, les limites de sa gouvernance. Et là, évidemment que pour le pouvoir en place, il faut nécessairement et rapidement continuer à apporter des solutions pour justement satisfaire ces populations vulnérables-là. Vous ne pouvez pas dire mieux que ça, mais comme je disais, en tant qu'observatrice de la vie de la scène internationale, Covid et la guerre de l'Ukraine, à l'impossible, nul n'est tenu, parce que ce n'est pas qu'au Gabon, le nombre de pauvres a augmenté dans le monde à l'issue de ces crises-là. Mais effectivement, les gouvernants ont l'obligation de répondre aux préoccupations des populations, notamment les besoins urgents. Vous savez, la conséquence d'une gouvernance non inclusive a des répercussions graves. Je vais prendre l'exemple des peuples autochtones, des Pygmées. On a décidé de leur permettre d'accéder à l'éducation. C'est tout à fait normal. Mais sans les avoir consultés, on allait construire des écoles, vraiment comme celle de Libreville, par exemple. Voilà, on a dépensé des milliards et tout. Mais dans la culture de ces peuples de forêt, ils n'aiment pas être enfermés dans des salles de classe, en fait, dans des pièces. Ils avaient juste besoin d'un mur où on mettait le tableau et puis à l'extérieur, ils étaient... Vous voyez, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir un projet qui n'aurait pas coûté grand-chose. Mais si on les avait consultés, on n'aurait pas dépensé autant d'argent. C'est pour ça que la participation citoyenne, elle est très importante pour dire qu'est-ce que... je ne voudrais pas faire le procès, moi-même je suis dans l'administration, mais... On n'est plus dans le développement où on pense dans un labo, où on se dit, voilà, Télé Africa, voilà les prix. Non, il faut aller vers les populations, il faut les consulter, quelles sont leurs priorités, quels sont leurs besoins prioritaires. Parfois, ce sont des projets qui ne nécessitent, sinon la société civile ne serait pas sur le terrain. Il y a des projets qui ne nécessitent pas autant d'argent, mais qui peuvent apporter des réponses urgentes aux populations. Donc c'est important de voir avec les ressources dont on dispose, avec les contraintes de temps et également avec les contraintes budgétaires, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les besoins les plus urgents, ne serait-ce que manger. Au niveau des réformes de la CNAMG, s'il était prévu des filets sociaux, par exemple, pourquoi ne pas accompagner les familles nombreuses, ainsi de suite et tout, ne serait-ce que pour accéder à l'alimentation. Le premier besoin, c'est celui-là. C'est d'abord celui de manger. Et je pense que le FMI a encore insisté là-dessus, dans le fait où il faut apporter des solutions en termes, c'est vrai, il y a des subventions indirectes, mais il faut aussi des subventions directes à l'endroit de ceux-là qui sont vraiment en situation d'extrême vulnérabilité. Donc, c'est ensemble qu'on peut savoir exactement aujourd'hui par où on peut commencer. Le chantier est vaste, on ne va pas dire, bon, c'est vrai qu'on a de bons chiffres en termes de croissance, on a des grands projets, mais au niveau micro, c'est là où on attend maintenant les pouvoirs publics. Au niveau micro, qu'est-ce que la famille qui est à Kingélé, quel est le signal fort ou à Kébé, ou à, je ne sais pas, à Port-Gentil, à Djibicho, Rombincho, je ne sais pas. C'est ça en fait, aujourd'hui au niveau micro, pour qu'il y ait une synergie d'action entre les grands projets et également par rapport au quotidien des populations. PPC Ogolengende, on est arrivé quasiment au terme de l'émission. Quelle sera votre conclusion par rapport donc, à l'organisation de cette concertation politique en 30 secondes? Tout simplement remercier vraiment le chef de l'État et souhaiter vivement qu'il y ait vraiment cette inclusion pour que nous puissions amorcer le processus électoral 2023 en toute sérénité. Les populations sont disposées à participer de façon active à l'issue de toutes les campagnes d'éducation civique, mais elles attendent vraiment des signaux forts. Donc, en plus de tout ce qui concerne les aspects strictement politiques, réformes en termes de texte, il faut qu'il y ait des mesures additionnelles
qui répondent justement à ces préoccupations. Voilà. Merci, PPC Ogouligede. Merci. Vous êtes la présidente de l'organisation non gouvernementale Malachi. Et je vous recevais là sous votre casquette de vice-présidente du réseau des femmes médiatrices de la communauté des États de l'Afrique centrale. Merci de nous avoir regardé et bonne suite des programmes sur Télé Africa.